Tu savais pas, tu es là la journée, tu savais pas si dors à la nuit, tu vas dormir où. J'espère que ça va pas venir encore cette moment parce que là, ça va être plus dur en fait. Finalement, ça paraît logique quand on voit des enfants scolarisés sous tente d'être interpellés par ça. Nous, on commence à être au bout de nos capacités, on n'a plus de logements vides ou très peu. Déplacés. Solidarité en action. « 191 enfants et parents vivent à la rue dans le Bas-Rhin. Ce chiffre est en hausse de 64% depuis 4 ans. C'est le 4e département le plus touché de France après Paris, le Nord et la Seine-Saint-Denis, d'après le dernier baromètre de l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité d'août 2024. En théorie, l'hébergement d'urgence est une compétence de l'État. En pratique, la réalité est tout autre. Ils préfèrent démanteler des campements de sans-abri ou les expulser du territoire sans les reloger. À Strasbourg, la préfecture représente l'État et sur place, elle a l'ordre de respecter ses décisions. La ville vient à la rescousse de ces personnes. Elle travaille avec les associations caritatives pour reloger des familles. Je m'appelle Marie Lutringer, je suis journaliste et bénévole dans l'association caritative du Secours catholique depuis longtemps. Je suis sensible sur le sujet des personnes sans abri et je m'interroge aussi sur la situation des familles à la rue. Dans ce podcast, 2 grandes questions sont abordées. Pourquoi y en a-t-il autant dans le Bas-Rhin ? Et quelles sont les initiatives menées par les politiques et les associations pour leur venir en aide ? Pour y répondre, je suis allée à la rencontre de plusieurs familles depuis 5 mois, comme celle de Mathilde, que vous avez entendue au début de ce podcast et qui a vécu dans la rue, en arrivant à Strasbourg. J'ai fait la connaissance de Mélanie avec son petit frère et ses 2 parents. Ils viennent d'Albanie et ont immigré en France pour des raisons personnelles. J'ai également recueilli le témoignage de Sabine Cariou, la présidente de l'association caritative Les Petits Trous, qui est venue en aide à Mathilde et Mélanie. Enfin, j'ai rencontré Floriane Varieras, l'adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la ville inclusive, qui détaille son combat auprès de l'État et sa politique volontariste, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup d'initiatives en place pour venir en aide à ces familles à la rue. Pardon. Du coup, les autres aussi, ça va aller chez les hommes. Attends, ça va chez les hommes, je peux te donner un... Ça va où ça? Je te prends un cabas direct. Merci. Ça va chez les hommes. Elle en a un. Ah, elle a déjà vu deux. Non, c'est pas vu. Chez les hommes aussi. Il manque la table. Elle est où la table? Elles sont allées où avec la table? On est vendredi, il est 20h et c'est le moment de la distribution alimentaire organisée par l'association Les Petits Trous. Elle permet de venir en aide à toutes les personnes sans abri et a lieu un vendredi sur 2. Dans la rue du Mercus, à Strasbourg, on retrouve une dizaine de bénévoles qui portent des gilets roses réfléchissants. Chacun s'active pour décharger le camion gris floqué du logo rose et mauve de l'association. Ce soir, une trentaine de sacs sont remplis de nourriture ou de boissons à répartir sur 3 endroits différents de la distribution alimentaire. Ça aussi, si tu y arrives, il faut que je compte les sacs. Oui, ça va le faire Non. Tu veux... Ça va ça va chez les hommes. Vous avez combien de sacs 4, 1, 2. Attends, il y en a 2 sur la table. Il nous en faut combien là-bas? Là, on a un peu moins ce soir, du coup... Ouais, j'ai déjà brisé. Attends, il y en a qu'un seul là-bas? 3 tables sont dépliées et disposées à différents endroits de la rue du Mercus. Cécilia Carignon est bénévole. Elle est sur le point de distribution qui concerne les femmes et les enfants. Cécilia leur distribue des sacs de nourriture. De l'autre côté de la rue, un pôle est réservé aux hommes, puis, un peu plus loin, un autre endroit offre le café à tout le monde, hommes et femmes confondus. Combien? Combien? Un morceau. Un morceau. Merci. Au revoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Café? Thé? Non, du café. Ah, du café et de thé. Café, moi. Ok. Sucre. Un sucre. Pour moi. Ici. Bonsoir. Café? Oui, du café. Ouais. Sucre. Deux. Merci beaucoup, monsieur. Tu vois, tu as une famille qui aurait voulu 4, tu rajoutes des paquets de gâteaux. Tu peux refaire un sac de 3 s'il te plaît? Merci. Oui, je te fais ça. Oui. Ok, j'ai... Ok. Monsieur, il t'a montré des papiers ou pas? Pardon? Oui, il m'a la montré. famille pour... Ouais, c'est bon. Ok, cool. Je lui ai fait, il est reparti avec. Yes. Elle le prépare. Des hommes ou des femmes font la queue. J'aperçois parfois des enfants qui les accompagnent. Certains ont moins de 3 ans, d'autres sont adolescents. Cécilia a tout juste le temps de dire bonjour à ses familles. Il faut aller vite, car même si les bénéficiaires ne sont pas nombreux ce soir, ils arrivent tous d'un coup. La bénévole dispose des sachets plastiques sur la table qu'elle distribue rapidement et détaille la contenance de ces sacs. Alors les glacières, en fait, c'est des portions individuelles dans lesquelles il y a des pâtes, de la viande de bœuf, parce qu'on essaye de faire halal, de pas mettre de porc, de la sauce tomate et puis un petit peu de persil. Donc toutes les portions sont identiques tout le temps. Ça permet d'avoir pris un rythme et de ne pas perdre trop de temps. On essaye de donner à chaque fois une banane par plat chaud aussi. On donne 3 portions quand une dame nous demande un paquet famille. On ne vérifie pas. C'est un choix de ne pas vérifier. On leur donne, on leur fait confiance. J'aperçois au loin une dame blonde avec une queue de cheval très souriante qui navigue entre les différents endroits de la distribution. Par chance, je réussis à l'interpeller et à la saluer, cette personne. C'est Sabine Cariou, la présidente de l'association. Elle accepte de me parler des profils des familles qu'elle rencontre à la distribution alimentaire ou dans des centres d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri. Là, actuellement, sur des campements, on a des enfants dont l'âge varie entre 10 mois et 17 ans, 18 ans. Ce sont principalement des familles qui sont au début d'un parcours d'exil ou à la fin de leur parcours, c'est-à-dire qu'ils sont venus en France pour demander l'asile. Alors, soit ils l'obtiennent, mais dans un autre pays, par exemple la Guyane ou dans une autre région. Et il y a aussi des personnes qui sont au bout de la procédure de demande d'asile. L'issue de ce parcours, en tout cas, c'est le refus de leur attribuer une protection subsidiaire ou un titre de réfugié. On a beaucoup de personnes qui viennent actuellement d'Afghanistan et de Syrie, et également des personnes qui viennent du Caucase, comme des Géorgiens, on a aussi des familles tchétchènes et également des familles d'origine albanaise. Il y a différentes raisons, en tout cas, pour lesquelles ces personnes viennent. Alors, soit c'est pour des raisons économiques, soit c'est pour des raisons politiques, ou également pour des raisons médicales. C'est-à-dire que dans leur pays, ils ne sont pas en capacité, en tout cas, d'avoir accès à des soins médicaux. On rencontre beaucoup de personnes avec des pathologies très graves
finalement qui viennent en France pour pouvoir guérir d'un cancer ou en tout cas d'une pathologie qui porte atteinte à leur vie en fait. Les familles, mais uniquement s'il y a un parent isolé avec un enfant de 3 mois est pris en charge dans le contexte de protection de l'enfance par le conseil départemental jusqu'à l'âge des 3 ans de l'enfant. Quand l'enfant a plus de 3 ans, normalement, il doit pouvoir bénéficier d'un hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, la compétence, c'est l'État. Mais il y a une volonté politique actuellement de ne plus mettre ces personnes à l'abri dans des hébergements d'urgence. Et on se rend compte que le financier, actuellement, prime sur l'humain. C'est-à-dire que nous, on nous dit qu'il y a des restrictions budgétaires en termes, en tout cas, de dépenses. Depuis 2020, les bénévoles des Petits Trous viennent en aide à ces familles autrement que par des distributions alimentaires. La ville de Strasbourg ou des acteurs privés mettent à disposition des logements vacants de leur côté. L'association noue aussi des partenariats avec des hôtels qui offrent quelques nuitées pour les plus démunis. Il y a l'habitat public. Donc, c'est-à-dire que c'est la ville qui nous met à disposition des logements en situation de vacances, des logements où il y a des projets de construction ou de réhabilitation et pendant un temps, 6 mois, 1 an, il y a possibilité en tout cas de signer une convention d'occupation temporaire avec nous. Donc on paye toutes les factures et un petit loyer solidaire. Donc ce sont des conventions qui vont, comme je vous dis, de 6 mois à 1 an qui peuvent être renouvelées. Là, on a actuellement un appartement qui va être détruit pour construire une cantine scolaire. Mais comme c'est des projets qui sont sur le long terme, l'appartement peut rester vide pendant un petit moment. On a aussi une maison qui va être détruite pour le prolongement du tram. Mais voilà, les travaux prennent du retard et finalement, ces logements restent vides pendant un petit moment. Et on a aussi toute la partie privée, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires qui mettent en vente leurs biens et le temps de la mise en vente, ils nous mettent à disposition le logement. Les familles qui sont à l'hôtel, évidemment, elles n'ont pas accès à une cuisine, mais ça reste de la mise à l'abri très très temporaire. Donc c'est-à-dire que l'année 2023, par exemple, on a quand même laissé presque 1 mois et demi une famille à l'hôtel. Mais en termes de dépenses, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Donc la mise à l'hôtel, là par exemple, on a mis 2 familles à l'hôtel ce week-end. C'est vraiment pour du répit. C'est-à-dire qu'elles sont rentrées à l'hôtel vendredi, elles vont y ressortir mardi matin. Voilà, c'est pour pouvoir se reposer. Et il y a notamment une famille qui est sur le campement depuis 1 mois et demi. La maman nous a appelés à bout. Et on s'est dit, on va leur payer 4 nuits où ils vont pouvoir se reposer, reprendre des forces. Mais mardi, ils retournent sous tente. L'association arrive à travailler avec la mairie de Strasbourg pour lutter contre la précarité de ces familles. Mais du côté de la préfecture, c'est une autre histoire. La ville de Strasbourg, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, les agents et les élus en charge de la thématique de la solidarité sont quand même assez ouverts. C'est possible de penser les choses avec eux, d'échanger avec eux et de trouver en tout cas des solutions avec eux. On participe à quelques groupes de travail avec la ville et d'autres associations pour penser les choses ensemble. Voilà, donc ça avec la ville de Strasbourg c'est possible. Avec la préfecture et le conseil départemental, ça l'est moins. Il y a moins de proximité, c'est plus fermé. C'est des institutions qui sont beaucoup plus fermées et qui ne souhaitent pas forcément travailler avec des structures associatives, notamment des structures associatives citoyennes. Pour nous, c'est du bon sens. Ça paraît logique quand on voit des enfants scolarisés sous tente d'être interpellés par ça et de s'indigner et de vouloir trouver en tout cas des solutions pour améliorer leur situation. Selon moi, c'est une inquiétude que tout à chacun devrait avoir en tant que, même pas forcément citoyen, mais juste en tant qu'humain. C'est bientôt la fin de la distribution alimentaire. La bénévole Cécilia précise que les participants de la distribution se réunissent avec les familles qui les sollicitent
Pour joindre le 115 du Bas-Rhin, ce numéro d'urgence est géré par le SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation présent dans chaque région. Il permet d'orienter les bénéficiaires vers des centres d'hébergement d'urgence pour y dormir la nuit. Les bénévoles des Petits Trous se placent toujours devant le camion de l'association. Ils discutent de la situation avec les familles rencontrées et transmettent toutes les informations au 115. Malheureusement, 18% des demandes sont pourvues en moyenne. D'après le rapport annuel 2023 du SIAO barinois, certaines personnes peuvent attendre pendant plus d'1 an une orientation vers une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce qui veut dire qu'un grand nombre de personnes dorment dans la rue. Mais ce soir, il n'y a pas de rassemblement autour du camion des Petits Trous, car a priori, personne n'a eu besoin de demander de l'aide pour trouver un logement. Bon bah moi j'y vais alors. Ça marche? Rentrez bien. Bon retour. Bisous, salut. Bon, ben rentrez Ça bien. marche. À la Ouais, prochaine, moi à vendredi dans 15 jours. Salut. Il est 20h45 et la distribution se termine déjà. Ce soir, il n'y avait pas grand monde. Tous les participants replient leurs tables et reprennent les sacs qui n'ont pas été distribués. Il n'en reste plus beaucoup. Une bénévole monte dans le camion des Petits Trous pour le ramener chez Sabine. Déplacé. Solidarité en action. Le lendemain matin, je me rends chez Mathilde, qui vit à quelques minutes en voiture du lieu de la collecte alimentaire, dans le quartier du Neuhof. Avec ses 3 enfants, elle quitte l'Angola pour la France en janvier 2020 à cause de son mari et de son ancien patron. En arrivant dans le Grand Est, elle espérait avoir un toit sur la tête, mais sa demande d'asile est refusée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 57% des dossiers pour les demandes d'asile sont refusés sur le territoire français en 2023, d'après les dernières données de la Direction générale des étrangers en France. Ces demandeurs d'asile attendent une protection, mais aussi un hébergement auprès de l'État qui les accueille, car ils se sentent menacés dans leur pays d'origine. Mais sans demande d'asile acceptée, l'accès à un logement est difficile, puis temporaire. Toute la famille de Mathilde n'a pas le choix et dort dans une église pendant 4 mois. J'arrive enfin devant la maison de Mathilde et j'attends qu'elle m'ouvre le petit portail vert. Il est juste devant une grande et longue maison de 2 étages. Elle arrive au bout d'une demi-heure et ses bras sont chargés de 2 gros sacs de courses. Bonjour Marina, bonjour. Ça va, c'est ici. D'accord. Excusez-moi. Mathilde m'ouvre la porte de chez elle. J'entre et je traverse un long couloir qui mène à la cuisine. L'odeur de la crème fraîche embaume la pièce. Un rideau sépare le salon de la cuisine. Les enfants sont assis sur le canapé et regardent la télévision ou jouent sur leur tablette. Elle finit de ranger ses courses, revient et me propose de m'asseoir, puis de boire quelque chose de chaud avec des gâteaux de Noël. C'est en préparant le thé que Mathilde m'explique pourquoi elle quitte l'Angola pour la France. J'ai traduit le reste des propos de Mathilde, car elle est encore apprenante française et certains passages ne sont pas toujours compréhensibles à l'écoute. Je suis venue en France parce que j'étais dans mon pays avec les enfants et que je souffrais beaucoup de ma situation, dans ma vie conjugale et avec mon chef au boulot. Dans mon pays, j'ai eu des problèmes avec le père de mes enfants. Tu sais, en Afrique, quand tu es une femme, tu es obligée de supporter tout ce que ton mari te fait subir. C'est pas facile. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait rester calme et quitter l'Angola avec les enfants. C'est ce que j'ai fait et je suis restée vraiment calme. J'ai 3 enfants. J'ai une première fille de 18 ans qui est au lycée. J'ai aussi une autre fille de 11 ans qui est au collège et un garçon de 9 ans qui est à l'école primaire. Mathilde et ses enfants arrivent dans le Grand Est en 2020.
Pendant que sa famille vit dans des hébergements d'urgence ou des hôtels, elle commence à faire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Je suis arrivée à Metz et après j'ai fait une demande d'asile là-bas. Puis j'ai été envoyée à Haguenau. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester à Metz et qu'ici, à Haguenau, ils m'ont trouvé une place avec les enfants. Je pensais que c'était plus simple. On était accompagnés par une association qui s'appelle ASF, Accueil sans frontières 67 000, qui s'occupe de notre dossier. Une assistante sociale m'a aussi aidée, mais quand j'ai reçu la réponse de la demande d'asile, c'était refusé. Ils m'ont expliqué que je n'étais pas en danger dans mon pays. Ça fait plus d'1 an qu'on m'a donné la réponse à l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après, j'ai fait une demande auprès de l'OFPRA et de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, mais ma demande a été refusée une nouvelle fois. Je leur ai expliqué et je leur ai prouvé que j'étais en danger dans mon pays, mais ils ont continué à me dire que je n'étais pas en danger. C'est pas facile. On a pleuré. On a fait quoi? J'ai pas dormi. Avec les enfants, c'était pas facile. Ils m'ont proposé de rentrer chez moi, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est resté comme ça. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs mois. Après, j'ai parlé avec l'assistante sociale qui m'a un peu calmée, mais quand même, je ne pouvais pas rester à Haguenau. Parce qu'après, quand on a une réponse négative, l'association arrête d'accompagner la famille. Et donc, si j'ai une réponse négative, je ne peux pas rester. Et si je refuse de quitter les lieux, ils sont obligés d'appeler la police. Et pour moi, ça, c'est pas possible. Surtout avec les enfants. Après, je suis envoyée ici, à Strasbourg. L'association ASF 67 000 nous a payé un hôtel pour 1 mois. Et on est resté dans cet hôtel. Puis, au bout d'1 mois, on a dû rester dehors. Après avoir connu le confort d'un hôtel, vivre dans la rue est très dur pour cette mère et ses enfants. Mathilde s'installe dans une église avec sa famille, mais même ici, les conditions de vie restent inconfortables. C'est horrible. Tu as peur, il y a des personnes qui abusent de toi, il y a des personnes qui te regardent comme si tu étais une poubelle. Tu ne sais pas. Tu es là la journée, tu ne sais pas où tu vas dormir la nuit. Voilà. J'ai peur des personnes qui abusent parce que moi j'ai 2 filles. Tu n'as pas la possibilité de dormir parce que tu es toujours là pour contrôler si ta fille va bien. Ici, à Strasbourg, il y a beaucoup de migrants et ils n'ont pas le respect. Ils viennent pour abuser de toi. Voilà. Ce n'est pas bien. On a dormi dans une église. La paroisse, elle n'a pas le droit d'aider et d'héberger des personnes sans papier. On est resté à l'église, on a dormi ici, on a parlé avec le pasteur de notre situation. Il nous a dit que quand arrive l'heure de dormir, je dois prendre mon matelas et ma couverture parce qu'il n'avait rien à nous prêter ici. Plus tard, toute la famille fait la connaissance de Sabine Cariot à la Loupiote, un centre d'accueil de sans-abri. Cette structure est gérée par l'association L'Étage. La présidente des Petits Trous communique avec les travailleurs sociaux du centre pour qu'ils puissent la mettre en lien avec les familles. Elle les reloge ou leur paye une nuit d'hôtel de son côté. Avec l'aide de Sabine Cariot, Mathilde vit dans plusieurs logements avant de s'installer dans la maison où elle se trouve actuellement. Quand j'étais à la Loupiote, j'étais déjà très fatiguée de la situation. J'ai parlé avec Sabine et elle ne m'a jamais laissée. C'est une femme de cœur. Je ne sais pas comment la remercier. On est même resté chez Sabine avec les enfants. Ensuite, on est allé dans un logement à Eckbolsheim, mais pas pour longtemps. Ensuite, le 115 nous a donné une place dans un hôtel et on est resté ici pendant 1 an. Puis, on est allé à Gespolsheim, dans un autre hôtel où il n'y avait pas de conditions. C'est horrible. Il n'y avait pas d'école, c'était difficile d'accéder à des bus pour les enfants. Il y avait le temps d'hiver, avec la neige. Cet hôtel est géré par une association qui t'aide pour le retour dans ton pays. Et là, j'ai refusé, et puis ils nous ont mis dehors. Sabine m'a dit qu'on va trouver une solution, et heureusement, elle a trouvé cette maison. Mais on a attendu pendant plusieurs mois, et heureusement, elle m'a donné cette maison avec les enfants.
Ça fait déjà 8 mois que je vis là. On peut rester ici jusqu'au mois de juin. On va en reparler avec Sabine. Après, je ne sais pas où on va aller. Malgré cette situation difficile, Mathilde garde le sourire et poursuit ses activités du quotidien. Quand j'étais à Haguenau, j'apprenais déjà le français. Quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai cherché une école pour continuer d'apprendre le français. Je fréquente aussi l'association Caritas. J'ai rencontré beaucoup de femmes de diverses origines. Il y a des personnes très gentilles. Aujourd'hui, j'ai aussi un rendez-vous à Caritas. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai un rendez-vous à 14h. Là-bas, je fais du bénévolat ou bien je fais de la distribution de matériel scolaire. J'aide aussi Sabine pour la distribution alimentaire. Je prépare les repas. Sinon, j'aime manger, j'aime danser, j'aime aussi travailler. J'aime pas rester comme ça. En Angola, on chante beaucoup. À l'église, on chante beaucoup. J'aime chanter tous les styles de chansons. J'aime beaucoup la chanson qui fait « Voilà, voilà ». Mathilde a fait le choix de ne plus faire de demande d'asile, mais sa fille aînée de 18 ans a fait la démarche auprès de l'OFPRA. Elle est toujours en attente de réponse. Déplacé. Solidarité en action. Le lendemain de la rencontre avec Mathilde, je me rends chez une personne que j'appellerai Mélanie. Son prénom est modifié pour respecter son anonymat. Elle n'habite pas très loin, en tramway, de chez Mathilde. Mélanie a 19 ans et a quitté l'Albanie pour la France avec sa famille. Il y a 2 ans, ils ont été aidés par Sabine Cariou pour leur trouver un logement décent. Ce jour-là, il est environ 17h et il fait presque nuit. Je me retrouve face à un restaurant japonais et une porte est présente à sa droite. Je l'ouvre et monte un grand escalier en bois. J'aperçois Mélanie qui m'attend là, tout en haut, avec sa mère et son petit frère. C'est une fille aux longs cheveux bruns avec un sourire timide. Sa famille a aussi ce petit sourire gêné. Je traverse ensuite un long couloir qui mène au salon. Le père de Mélanie est en train de regarder le journal à la télévision. Sur la table, à quelques mètres, Mélanie ramène une assiette avec un cake au chocolat et des boissons sucrées. Elle ne perd pas de temps et me raconte directement son arrivée dans le département de la Moselle et du Bas-Rhin. Sa mère est assise sur un tabouret à quelques mètres de nous et écoute toute la conversation. Nous sommes venus en France en mai 2022 pour la raison personnelle. En fait, on avait des différentes difficultés, voilà, et nous sommes venus là. Je suis avec mon père, ma mère et mon petit frère qui maintenant il a 13 ans. Mon frère il est maintenant en 5e, il est en 5e, oui. Mon père il est sans travail, voilà, parce que voilà, on n'a pas le papier et donc de même de ma mère. Sans travailler, voilà. Mais en Albanie, oui, ils ont déjà travaillé là-bas et tout. Dans quel état d'esprit tu te sentais quand t'es arrivée en France ? Un peu désespérée parce que c'était un changement global, on peut dire ça comme ça. On a commencé depuis le début, depuis le zéro. Et donc, c'est difficile de commencer à là. Mais bon, quand même, maintenant, on est bien, on peut dire ça comme ça. Quand tu es arrivée en France, tu es arrivée où en premier avec ta famille ? On est arrivé à Strasbourg et on a déjà resté là pendant 1 mois dans un logement, voilà. Et après, c'est l'administration, le CADA ou je sais pas, je me souviens plus. On était départis à la village de Phalsbourg, près de Saverne. On était là-bas pendant 1 an. Et donc, on a commencé l'école et tout. Alors, quand j'étais à Phalsbourg, j'étais dans une classe qui s'appelait l'UP2A. Donc, ça m'aidait beaucoup. Et j'étais là-bas pendant 6 mois dans cette classe. Donc, pour 6 mois, on peut dire que j'avais avancé, voilà. Quand on était là-bas, on a commencé l'asile, les procédures et tout. Donc, on avait des assistants sociaux qui sont là. Et voilà, avec leur aide, on était scolarisés. Malheureusement, cette demande d'asile est refusée. Les parents de Mélanie doivent également partir de Phalsbourg et sont envoyés à Strasbourg, comme Mathilde. Quand Mélanie et sa famille arrivent à Strasbourg,
Ils n'ont pas de logement et dorment dans des tentes sur le campement de la place de l'Étoile. Je sens que Mélanie a du mal à raconter en détail cet événement, comme si elle voulait oublier cette période de sa vie. On était en octobre 2023, oui. Je sais pas, j'ai pas le mot, quoi. C'était compliqué, mais voilà. J'espère que ça va pas venir encore cet moment parce que là, ça va être plus dur en fait. Parce que comme j'ai un kiss dans ma tête, donc je peux pas, quoi. Je peux plus. Mélanie se souvient de ce qu'elle et ses parents ont ressenti lorsque Sabine Cariou leur propose un logement pour une durée provisoire. J'étais heureuse, voilà. Voilà, c'était un peu un espoir qui s'arrive dans ma famille. Le jour qui je me suis trouvée là donc le jour qui je suis entrée dans cet appartement, le visage de mes parents quand j'ai dit le bon information qu'on va vivre là, qu'on est là depuis avril l'année dernière. Mélanie est consciente que ce logement n'est que temporaire. La lycéenne ressent un grand sentiment d'incertitude le jour où elle devra quitter cet endroit. Et bien après, on sait pas, on sait rien en fait, on sait rien, ça dépend. J'espère un autre logement ou de rester encore plus là. Mais bon, voilà, parce que si on va retourner encore dans cette situation et conditions de vivre, ça va être très compliqué. Je sais pas comment je vais trouver la solution pour sortir encore. En fait, moi, personnellement, je vais déposer un dossier pour avoir un titre de séjour étudiante, voilà, à la fin de cette année, scolarité. Dans tous les cas, j'ai 3 ans présence et 3 ans à l'école, mais ça dépend, c'est ce il va décider. Tout comme Mathilde, Mélanie ne s'empêche pas, pour autant, de faire des activités qui lui plaisent. Elle s'investit toutes les semaines dans l'association Secours Populaire pour venir en aide aux autres. On fait des distributions alimentaires des étudiants qui ça déroule une fois par semaine, oui, tous les mardis. On est à Esplanade, à Ilkirch, à Schiltigheim. Mais aussi on fait aussi des jeux dans la maison de retraite. Mais pendant les du mois de l'été, j'ai fait la distribution alimentaire pour les personnes qui sont sans abri. Donc ça me plaisait beaucoup, voilà. Voilà, ça te brise un peu le cœur, mais dans tous les cas, quand tu donnes à manger à quelqu'un, ça fait plaisir. Et le visage de l'autre quand je vois, qui sont tout heureuses. J'ai fait ce travail entre guillemets avec plaisir. Déplacés. Solidarité en action. Pendant que les petites roues s'activent sur le terrain pour venir en aide aux familles, les élus de la ville se pressent aussi dans le centre administratif de Strasbourg. Le bâtiment de 4 étages a une architecture des années 70. Lorsque je passe la porte automatique, je vois des personnes qui attendent leur tour, assises sur des sièges, pour des rendez-vous administratifs. La salle d'attente commence à se remplir de plus en plus, mais tout est calme. Floriane Varieras est adjointe à la maire en charge de la ville inclusive. Elle me reçoit dans une grande salle transparente et insonorisée, isolée du reste des autres pièces. L'adjointe à la maire fait partie de ceux qui se battent contre l'État pour trouver un toit sur la tête de ces familles à la rue. Elle m'explique les raisons de leur augmentation. Les enfants à la rue, ça existe pas depuis 2 ans, ça existe depuis longtemps parce que déjà dans les années 2000, il y avait déjà des choses qui pouvaient exister. Nous, je prends ça comme repère, mais ouais, déjà dans les années 2010, 2015, même 2015, après la guerre civile en Syrie, on a vu aussi qu'il commençait à y avoir des flux migratoires qui étaient au-dessus de ce que les services étaient prêts à accueillir, et qui fait qu'il y a toujours du coup, les personnes qui passent entre les mailles du filet qui font qu'ils se retrouvent malheureusement à la rue. Et un peu ballotté par-ci par-là. Il y a une 50aine d'enfants à la rue à Strasbourg aujourd'hui, enfin à Strasbourg et à la métropole. Ça a augmenté, et encore là je vous le dis aujourd'hui, mais si on m'avait posé la question il y a 10 jours, ça aurait été plutôt 200 enfants, parce qu'il y avait un très gros campement qui existait à côté du stade de la Méno, et où il y avait beaucoup de familles. Ça a augmenté parce que
parce que l'octroi de papier est de plus en plus restreint, qu'il y a moins de moyens mis pour l'intégration, donc forcément le nombre augmente. Aujourd'hui, on se retrouve dans une crise et de l'accueil, on met pas de moyens pour accueillir les personnes, et une crise du logement et qui combinée font qu'on se retrouve avec des pseudo-bidonvilles et des campements quasi humanitaires à travers le pays. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui en France, Strasbourg comme ailleurs, c'est que toute la politique autour des migrants, des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire ou qui sont là depuis plus longtemps, toutes les politiques diverses de rejet et de non-acceptation des papiers, de non-régularisation, etc., fait que la plupart des personnes se retrouvent à un moment donné à la rue. Donc aujourd'hui, s'il y a des enfants à la rue en France, c'est que des enfants qui n'ont pas la nationalité française, ou en tout cas c'est vrai à 99,99% des cas, parce que les équipements d'hébergement d'urgence sont sous-dotés au vu du nombre de personnes sans papier qui existent en France. Et donc, comme l'hébergement d'urgence est sous-doté, eh bien, il y a des priorisations qui se font et met de côté la législation qui dit que l'hébergement d'urgence doit être inconditionnel. Et donc, il y a une priorisation qui se fait selon les départements. Donc, la priorisation se fait selon l'âge, s'il y a des enfants, selon l'âge des enfants, s'il y a des maladies, s'il y a des handicaps, etc., etc. La ville de Strasbourg mène une politique volontariste. D'autres villes, comme Lyon, Grenoble, Rennes et Bordeaux, le font aussi. Floriane Varieras me détaille les initiatives prises par la mairie strasbourgeoise. La question des familles à la rue, du coup on s'en est emparé dès le début du mandat, que ce soit par les financements de places d'hébergement. Il y a plusieurs approches en fait. Il y a l'approche donner un toit, et puis il y a l'approche accompagnement social, intégration dans la ville, faire en sorte que tous les strasbourgeoises soient sur le même pied d'égalité, etc. Donc, ce qui est logement, on a fait beaucoup de choses sur l'hébergement d'urgence, les places d'hébergement. On a ouvert un lieu qui s'appelle la Trêve, T''Rêve. On finance avec l'État un lieu qui s'appelle la Loupiote, qui est géré par l'Étage, une association qui a un accueil de jour pour familles à la rue. Mais dans le sens plus de se dire traitement égalitaire et comment on fait en sorte que tous les citoyens soient logés à la même enseigne, on a ouvert le règlement intérieur des aides sociales communales pour que toutes les personnes y soient éligibles, peu importe la situation administrative, ce qui permet de pouvoir donner un support financier à certaines familles. On a tout un travail dans nos écoles pour que la cantine soit gratuite pour les familles, pour les enfants qui sont à la rue. On finance beaucoup d'associations, je pourrais pas vous dire combien. Même le budget, je suis pas sûre, c'est plusieurs millions d'euros, ça c'est sûr. Ça va du secours populaire au Resto du Cœur, en passant par Secours catholique, Caritas, des associations spécialisées très locales, des associations comme Casas qui aident les personnes à pouvoir faire des recours juridiques pour obtenir des papiers, comme la CIMAD un peu. Donc oui, il y a beaucoup d'associations qu'on soutient en la matière. Là où on les aide le plus, c'est par la subvention, et après c'est comment on les associe dans certains projets qu'on peut avoir ensemble, ou quand on fait des appels à projets, mais nous on est plutôt là en soutien, c'est à elles, c'est aux associations aussi de pouvoir proposer des projets qui leur tiennent à cœur, et où nous on peut les soutenir. En novembre dernier, le conseil municipal a aussi voté l'achat de 5 ou 7 tiny houses. Ce sont des petites maisons en bois sans fondation qui peuvent se déplacer facilement. L'objectif est d'héberger des familles à la rue dans le quartier de la Robertsau pour une durée temporaire. Au même titre que toutes les collectivités doivent faire le jeu de la solidarité, tous les quartiers également de la ville de Strasbourg doivent pouvoir participer à l'effort de solidarité. En réalité, des endroits où il y a des personnes sans abri qui sont hébergées, il y en a partout dans toute la ville. Il y en a aussi à la Robertsau, il y en a à la Montagne Verte. Il y en a dans le centre-ville, il y en a au quartier des 15, il y en a au Neuhof, il y en a à l'Elzo, il y en a dans tous les quartiers de la ville. C'est juste qu'en général, c'est des endroits qui sont un peu camouflés, où les gens, en tout cas, sont pas forcément au courant qu'il y a des personnes qui sont hébergées. Là, ce terrain-là, c'est un terrain qui appartient à la ville, donc on est chez nous. C'est un terrain qui servait de dépôt de divers pavés et autres pour pouvoir réparer les routes. Enfin, je synthétise, hein. On récupère ce terrain-là, parce que le dépôt va ailleurs. Et donc nous, on a décidé comme il y a une partie qui est bétonnée, de pouvoir, sur cette partie bétonnée, installer des petites maisons qui permettront de faire de l'hébergement d'urgence, enfin de l'hébergement en tout cas, notamment pour les enfants les enfants qui sont à la rue, qui sont dans nos écoles. On a des alertes régulières sur les écoles. D'ailleurs, la semaine dernière, on a
aussi ouvert un appartement pour héberger des écoles, des 2 familles monoparentales qui étaient à Cronenbourg. Nous, on commence à être au bout de nos capacités, on n'a plus de logements vides, ou très peu. Et donc, du coup, on a décidé de pouvoir avoir ces tiny houses qui ont l'avantage de pouvoir être déplaçables. Donc, il suffit d'avoir une dalle de béton pour pouvoir les mettre, ce qui est plutôt pratique. Malgré les solutions mises en place, la ville de Strasbourg a de plus en plus de mal à gérer l'augmentation du nombre de familles à la rue. Les relations avec la préfecture restent compliquées puisque la ville la trouve passive face à cette situation. Relation très compliquée quand c'était Josiane Chevalier qui était préfète. Là, il y a un nouveau préfet qui arrive, on verra bien. Après, en effet, la préfecture elle doit appliquer les décisions du gouvernement avec lequel on est en désaccord complet sur quasiment tout. Après, on arrive des fois à pouvoir travailler avec des personnes qui veulent quand même bien faire et qui veulent que notre loi soit appliquée. Donc, il y a aussi des moments où on arrive à se retrouver. Voilà, mais c'est pas simple. Face à l'augmentation du nombre de familles à la rue depuis 4 ans, la ville de Strasbourg n'a pas d'autre choix que d'ouvrir pendant 6 mois un gymnase qui a permis d'héberger plus de 300 personnes en septembre 2022. Cette initiative lui a coûté plus de 917 000 €. En décembre 2022, Strasbourg a attaqué l'État pour son incapacité à héberger en urgence ces familles à la rue. La ville lui demande de rembourser cette somme. Floriane Varieras avoue que cette demande est surtout symbolique car elle lance à l'État un appel de détresse. Aujourd'hui, elle attend encore une réponse suite à ce contentieux judiciaire. Déplacé. Solidarité en action. Aujourd'hui, Mathilde vit toujours avec ses 3 enfants dans son logement actuel jusqu'au mois de juin. Ensuite, elle discutera avec Sabine Cariou pour savoir si elle a le droit de rester plus longtemps ici. De son côté, la présidente des Petits Trous a négocié avec la ville de Strasbourg pour permettre à Mélanie et à sa famille d'avoir encore un toit sur la tête jusqu'au 15 juillet. Ensuite, ce sera l'inconnu pour cette famille. Depuis fin février, l'État a créé une liste rouge de personnes sans abri à ne plus héberger qui vaut aussi pour les familles. Cette liste concerne les personnes qui ne respectent pas les règlements dans les hébergements d'urgence. Pour la ville, cette mesure condamne ces personnes à rester dans la rue, ce qui peut les impacter encore plus psychologiquement, d'après un article du journal Rue 89. Mais alors, que comptent faire l'État et la préfecture du Bas-Rhin face à ces constats de plus en plus alarmants ? Après plus d'une dizaine d'appels, de mails et de messages, la préfecture de Strasbourg n'a souhaité répondre à aucune de mes sollicitations. Jusqu'à quand les associations et les politiques pourront venir en aide à ces familles ? La réponse à cette question est difficile. Pour l'instant, la mairie de Strasbourg continue de se battre contre le sans-abrisme de ces familles. Fin janvier dernier, elle a appelé les propriétaires à ouvrir leurs logements vacants à ces personnes. Quant aux associations caritatives comme celle de Sabine Cariou, ces structures se sentent submergées par l'augmentation du nombre de familles à la rue. La présidente des Petits Trous avoue que l'association manque de moyens sur le plan de l'aide alimentaire ou de l'accompagnement social, mais elle continue de garder espoir car les bénévoles peuvent encore venir en aide à ces personnes, quelle que soit la situation.